Youhou! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le bilan de cette année 2024. Comme à mon habitude, on va découvrir ensemble mon top et mon flop dans le cinéma et le jeu vidéo. Et on va commencer très fort avec le cinéma. Alors, les règles sont simples. Je prends les films dont j'en ai fait la critique, les guides d'après-séance et je fais un top et un flop. Bon, ça veut pas dire que je vais pas déroger un petit peu à la règle. Aussi, on va spoiler, hein, forcément. Donc, si vous n'avez pas vu ces films ou les films de manière générale, ne regardez pas cette vidéo, sinon vous risquez d'être spoilé. Bref, on commence tout de suite avec mon top 5 des pires films. Alors, je tiens à préciser que j'aurais pu mettre un top 10 tellement il y avait de très belles bouses. Il y a par exemple Furiosa, une saga Mad Max, Godzilla, Is Kong ou encore SOS Fantôme, la menace de glace. Mais je les ai pas mis parce qu'il y avait pire. Il y avait des films qui m'ont beaucoup plus traumatisé. Et on commence avec la 5e place, The Crow. Et oui, le reboot du film de sortie dans les années 80, je crois, qui était un film globalement nul, hein. Je l'avais pas du tout aimé. Je l'avais regardé avant d'aller voir la version reboot. Et franchement, je préfère la version reboot à choisir un des deux. Sauf que malheureusement, The Crow, c'est pas un excellent film. Globalement, on se fait quand même royalement chier. Il n'y a que la scène finale avec le combat dantesque dans le théâtre où on voit le mec avancer à se faire taillader de toutes parts par 50 ennemis qui l'attendent. Et lui qui les tue, version bouchée, ça pisse le sang de partout. Il se fait planter le katana dans le torse et hop, il se jette sur un ennemi pour le planter en retour. Il y a des scènes vraiment très drôles. Il y a vraiment une chorégraphie intéressante, mais qui est tellement peu exploitée puisque ça arrive qu'à la fin. En plus, on a un méchant qui vole, enfin qui doit récolter des âmes pour un démon ou on sait pas quoi. Enfin, c'est pas du tout exploité non plus. Il y a pas plus de développement que ça. C'est juste un mec qui susurre des mots doux aux oreilles et puis les gens se suicident ou voilà. Enfin, c'est un peu ridicule honnêtement. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait un vrai potentiel. La relation entre la meuf et son copain qui ressemble quand même au Joker, hein, on va pas se mentir, c'est le Joker bis ridicule. Mais là fonctionne mieux que dans le film dans les années 80 où vraiment il n'y avait pas du tout de développement entre ces deux-là. Alors que là vraiment on comprend pourquoi il aime, etc. et ça marche bien. Mais bon, ça reste un film mauvais, hein, on va pas se mentir. On va maintenant dans les bons films parce que je vais swapper comme ça. À la 5e place des très bons films, on retrouve sans grande surprise aussi finalement Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Oui, je sais, dans mon guide d'après-séance, j'avais dit que c'était un mauvais film et je le maintiens, c'est un mauvais film. Tout simplement parce que on retrouve tout ce qu'a fait le Seigneur des Anneaux au point même que c'est presque à quelques éléments près la même histoire, le même lieu, hein, le gouffre de Helm. On a la même bataille un petit peu, enfin même si c'est un peu différent. Enfin voilà, c'est pas non plus révolutionnaire. Mais en tant que gros fan du Seigneur des Anneaux, j'ai quand même pris mon pied. Mais c'est surtout, au-delà de ça, c'est pour la qualité de l'animation. Parce que je rappelle que c'est un film d'animation, c'est un dessin animé. Et rien que pour ça, honnêtement, ça vaut le coup d'œil parce que l'animation est folle, même si malheureusement, du coup, on perd en dantesque et on n'a pas d'énormes batailles d'armées, ce qui aurait été vraiment exceptionnel. Mais juste pour cette animation, ça vaut le coup d'œil. Et c'est pour ça que je le mets à cette 5e place, parce que parmi toutes les critiques que j'ai faites cette année, il y a quasiment peu de très bons films, ou en tout cas pas autant que je l'aurais souhaité. Et je l'ai mis là parce que je suis fan du Seigneur des Anneaux et c'est un peu comme Star Wars 7, c'est un peu le plaisir coupable, mais on sait que la qualité est clairement pas au rendez-vous globalement, surtout niveau narration. Après, de voir le roi Helm mettre des patates de forain et tuer un troll à main nue, ça vaut le coup d'œil quand même, non? Bon, voilà. Allez, on continue à la 4e place des pires films, on retrouve Le Projet Silence. Alors pour l'anecdote, hein, j'étais parti voir The Crow et juste après dans la même journée, je suis allé voir Le Projet Silence qui me bottait bien parce que c'était un espèce de film d'ambiance horrifique avec de la brume sur un pont, avec des chiens qui vont tuer les gens. Je m'attendais à un truc vraiment un peu plus horrifique avec des chiens un peu mutants, genre avec des tentacules qui sortent et qui attrapent les mecs et les attirent dans la brume et puis t'entends des hurlements. Il aurait pu avoir tout un délire. Non, non, c'est juste une expérience qui a mal tourné avec des chiens modifiés pour la guerre et la chienne qui a donné naissance à ces autres animaux va vouloir se venger pour venger les chiots qui ont été maltraités et en plus de ça pour certains ont été tués pour les expériences et décide de se retourner contre ses maîtres et va
faire un carnage. Malheureusement, il y a des civils qui vont être dans le tas et ça va donner un film extrêmement nul à chier. D'autant plus qu'il y a un comic relief qui déjà en VF est casse-couille, mais alors en version originale doit être encore pire, mais alors en VF, oh, mon dieu, j'avais envie de le tuer. Non, vraiment, il est horrible. Il fait pas rire, il casse le peu de tension, et quand je dis le peu, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en plus de ça, scénaristiquement, il y a vraiment de grosses erreurs avec le passage du bus où les gens arrivent à se réfugier dans un bus, ils démarrent, ils peuvent se barrer du pont, en tout cas s'éloigner du danger, et à un moment on leur dit non non mais attention si vous passez par là, il y a un gaz toxique, vous allez mourir. Alors bien sûr c'est un piège parce qu'ils veulent éviter que des civils s'enfuient, sauf que tu te dis mais attends t'es dans un bus, t'es en hauteur, tu peux boucher toutes les aérations ou condamner toutes les aérations et tracer le plus rapidement possible en respirant le moins, et au pire au dernier moment tu gardes ta respiration en traversant la fumée, et en plus de ça tu sais que la fumée fait pas 10 km, mais même le pont d'ailleurs, donc à pleine vitesse tu as largement le temps de survivre, sauf que absolument pas, ils préfèrent prendre le moins de risques et donc faire demi-tour, sauf qu'après bah, ils se mettent en danger. Bref, de toute façon c'est complètement con, c'est pas intéressant pour un sou, il n'y a aucune tension, ça fait jamais peur. Et en plus de ça, les chiens modifiés ont aucune vraiment spécificité, parce que je veux dire, à un moment on voit un énorme chien, il est ultra mastoc comparé aux autres, il a une énorme muselière, tu te dis, lui il peut broyer du métal. Non, non, il est juste plus gros et plus mastoc. Bref, c'est très triste, donc le projet Silence, c'est nul à chier. À la 4ème place des très bons films, on retrouve Civil War. Alors oui, ça c'est un petit coup de cœur, c'est vraiment une belle surprise parce que suivre des reporters de guerre, c'est pas simple, ou en tout cas on le voit dans le domaine de la télévision pour le journalisme, mais en tant que film, je crois pas que c'est un métier qui a souvent été exploité, ou en tout cas un film vraiment centré sur eux. Et là, bah là vous allez suivre donc des reporters de guerre pendant la guerre civile qui s'est déroulée aux États-Unis. Alors je tiens à préciser que c'est une spéculation, mais on sait que potentiellement ça pourrait arriver un jour qu'il y ait une guerre civile, surtout encore plus avec les événements dernièrement, hein, la réélection de Donald Trump, on sait que ça commence à sentir le sapin, et donc hypothétiquement il pourrait avoir une guerre civile et ça va donner ça, et donc il y a un film centré là-dessus, et donc on va suivre des reporters de guerre qui veulent aller interviewer, ou en tout cas prendre la photo du président avant qu'il se fasse hacher menu. Parce que là, lui, c'est terminé, hein. Lui, s'il se fait attraper, c'est la fin, et c'est ce qu'on va voir à la fin du film. Et donc, entre-temps, ben, on va voir les reporters se déplacer à peu près dans tous les États-Unis. Et malheureusement, ils vont croiser donc des gens qui se font abattre, ils vont voir des charniers, etc. Ils vont voir des duels entre plusieurs Américains. Et ce qui est effrayant, c'est qu'on voit que c'est des gens qui vivent dans le même pays, ils sont ensemble, patriotes, etc. Mais juste parce que ils font partie de l'Ouest, de l'Est ou machin, ils se font la guerre, ils s'entretuent. On voit même d'anciens militaires qui décident, au lieu de protéger, d'abattre des gens. Donc il y a un côté très froid et que je trouve très intéressant, que c'est bien filmé, vraiment visuellement il est magnifique. L'histoire est vraiment touchante parce que on voit donc une reporter de guerre dont tu sens que le métier a beaucoup impacté, parce que moralement tu la vois, il n'y a pas grand chose qui l'affecte. Bon, parce que son métier le veut, hein. Voilà, ça veut pas dire qu'elle est sans cœur. La preuve, elle veut protéger la gamine avec elle. Elle lui dit fais attention, c'est dangereux. Et à la fin, il y a le passage de flambeau qui est un peu étonnant d'ailleurs, où en protégeant la gamine, elle lui passe le flambeau, donc elle meurt. Et c'est la gamine qui rattrape le flambeau et qui devient une reporter de guerre. Donc elle prend la photo de sa protectrice et elle devient elle-même, entre guillemets, immorale, ou en tout cas elle perd tout sens de moralité. Et elle part faire son travail uniquement et elle prend la photo du président. Donc voilà, il y a le passage de flambeau qui est un peu étonnant, mais qui fonctionne quand même. Et après, esthétiquement, le film est vraiment un petit bijou. Et si vous êtes amateur de ce style de film, ou en tout cas qui sont centrés sur des personnages qui doivent vivre des situations et qui essayent de montrer la situation, bah franchement, allez-y, parce que il faut le coup d'œil. En tout cas, moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Mais attention, hein, vous attendez pas un bijou scénaristique. C'est juste vraiment plus visuellement et l'histoire des reporters que je trouve très intéressante. À la 3ème place, alors on va trouver deux films. On a d'abord Borderland et le second c'est Gladiator 2. Alors pour Borderland, bon j'en ai parlé, c'est pour moi une des pires adaptations de jeux vidéo. Globalement, on retrouve l'esthétique de Borderland, on retrouve même l'humour pipi caca avec Claptrap qui fait des blagues en veux-tu en voilà. À un moment, il se prend énormément de bastos dans la tronche et après il est en train de chier les cartouches, enfin les balles pardon. Voilà, bon, c'est drôle, vite fait. On sait d'ailleurs même que Gearbox a dit que pour le prochain jeu Borderlands, l'humour, ils vont essayer de doser un petit peu.
tant mieux, parce que là, le film a montré qu'au bout d'un moment, ça a cassé un peu les couilles. Et après, ben, on retrouve les personnages iconiques de Borderlands, sauf qu'ils sont incarnés par des acteurs qui ne correspondent pas du tout aux personnages. Et donc, on a des vieux cosplays dégueulasses avec la meuf là qui est trop vieille pour... je vous montre vite fait l'image pour le personnage. On a Roland qui est incarné par... je sais plus comment il s'appelle, mais... Enfin bref, les cosplays sont ratés, hormis pour peut-être la gamine là, avec les oreilles de lapin. Mais sinon, c'est pas intéressant, c'est jamais drôle. Il n'y a jamais de l'action qui nous en mette plein les yeux. Même le méchant, c'est pas le Bojack. On prend un méchant totalement random, alors qu'on aurait pu prendre le Bojack, qui est quand même le personnage iconique dans l'univers Borderlands. Il a un cynisme, il a un humour, il a un phrasé dantesque. On aurait pu le prendre en plus avec son doubleur original français, ça aurait été quali, mais non, on a pris des vieux cosplays, on a pris un vieux méchant, et donc le film est totalement raté, il ne vaut pas le coup d'œil. Quant à Gladiator 2, alors je n'en ai pas parlé. Alors, effectivement, c'est mauvais, c'est pour ça qu'il se retrouve quand même à cette 3ème place, et je trouve que la première partie du film était intéressante. Enfin, moi au début j'étais en mode « Ah putain, ça a l'air cool ». Bon, le personnage principal qui va être le gladiateur a aucun charisme. Je suis navré, mais comparé à l'autre du premier film, là ça marche pas du tout. Mais bon, allez, pourquoi pas. Mais j'aimais bien comment c'était amené le début du film. Mais malheureusement, après l'acte 2 et la suite, c'est une catastrophe. Là, Ridley Scott, encore une fois, nous prouve que c'est juste un mec qui sait filmer. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Bien qu'il y a un ou deux plans, tu es en mode, oula, c'est un peu forax. Je veux dire, il y a un duel avec un mec qui doit porter un bouclier. Quand il récupère le bouclier, qui fait une roulade, tu vois le bouclier se tordre. Bon, t'es en mode, c'est le genre de détail. Et merde, c'est comme le chapeau, hein. Bah ouais, il faut faire attention au montage. Mais sinon, après, il y a pas mal de parties qui sont un peu trop longuées, comme le complot pour essayer d'anéantir les 2 souverains qui ont récupéré Rome, enfin qui sont à la tête de Rome. Ils sont d'ailleurs des têtes à claque. Alors je sais que c'est voulu, mais bon, enfin, tu comprends pas pourquoi eux ils ont été élus, tout ça. Enfin, il y a vraiment des trucs par moment où il y a peu de développement et parfois il y a trop de développement. Comme la mère, enfin la mère qui découvre que son fils est en vie, etc. T'es en mode oh c'est bon, on a compris, tu es contente, blablabla, tu vas aller le voir, mais va le voir. Fais une scène où juste tu la montres aller lui parler et c'est là où elle comprend que c'est son fils. Au lieu de nous faire tout un délire où elle va dans la chambre et elle revoit le poème que le mec a cité, puis là elle commence à faire des recherches. Ah mais c'est peut-être mon fils, ça y est, là. Alors qu'en fait t'aurais pu sauter tout ça et juste aller lui parler au président en mode mais d'où t'as entendu ça, mais est-ce que tu serais pas, et ainsi de suite. Et là le mec lui dit bah en fait c'est moi ton fils. Et là ça aurait été plus intéressant. Il y a aussi le combat dans le Colisée où le Colisée est rempli de flotte. Alors déjà, comment? Mais bref, allez. Donc rempli de flotte pour avoir une bataille navale entre 2 navires. C'est ridicule au possible parce que déjà il n'y a aucune tension. Genre ils ont mis des requins. Ils ont mis des requins dans la flotte. Mais au-delà de ça, c'est que donc tu vois les mecs essaient de ramer le plus rapidement possible pour aller percuter le navire. Sauf que c'est trop drôle, c'est qu'ils font d'abord un premier passage où ils pètent les pagaies pour éviter que le navire puisse s'enfuir. Et après derrière, ils font demi-tour, quart de cercle, donc c'est long. Et après, à pleine balle, ils percutent le navire. Et t'es en mode... Alors Ridley Scott, soit t'as pas bien vu, soit t'es complètement aveugle. Le navire, la première fois, il est de flanc. Et quand le navire doit faire son virage, il aurait pu continuer en ligne droite et percuter le navire, et le navire coulait. Voilà. Et vous savez pourquoi il fait ça? Parce que scène de tension où t'es en mode oh, mais mon dieu, il y a peut-être des mecs qui vont mourir, peut-être que le mec qui contrôle il va se prendre une flèche et donc le héros va mourir. Et en plus c'est pour bien se placer en ligne droite face au mec qui veut buter. Et comme ça lui donne peut-être l'opportunité de claquer une flèche. C'est ridicule. Il y a d'ailleurs même la scène où donc il plante sa flèche, mais malheureusement il loupe et il est presque à deux doigts de tuer un des suzerains. Et t'as le mec qui doit les entraîner, il lui dit hey, mais c'est qui a fait ça? Tu vas avoir de gros problèmes. Il n'y a jamais eu de problème. Voilà, donc on nous crée des pseudo-situations où il peut y avoir des problèmes plus tard. Ça n'arrive jamais, voilà, c'est juste pour avertir. Donc oui, Gladiator 2, c'est juste un beau film, comme Prometheus, comme Alien Covenant. Mais après, c'est complètement raté scénaristiquement. À la 3ème place des bons films, on retrouve d'une seconde partie. Et oui,
Moi qui avais descendu le premier film, qu'il avait détesté parce que Timothée Chalamet, parce que même l'histoire, je n'aime pas l'histoire de Dune. Globalement, je reste toujours circonspect de me dire qu'ils ont une technologie ultra avancée, la plupart des maisons, hein, qui leur permet plein de choses, mais ils n'ont pas trouvé un seul moyen de pouvoir se détacher de l'épice pour pouvoir voyager dans l'espace. Parce que globalement, l'épice, c'est le carburant. Sans ça, ils ne peuvent pas voyager dans l'espace, etc. Alors certes, en plus, ça sert de drogue, hein, bien, ok. Mais globalement, c'est un carburant. Et tu te dis, avec toute la technologie, tout l'avancement technologique et toutes ces maisons, ils n'ont jamais trouvé un autre moyen, un autre carburant, ou même pu synthétiser l'épice pour éviter de devoir que forer, parce qu'à un bout d'un moment, récupérer cette épice, il n'y en aura plus peut-être. Enfin, non. Donc ça me paraît très étonnant et ça me gonfle, ce genre de choses. Et donc derrière, on se retrouve avec un film qui m'a pas du tout plu. Sauf que cette 8, bah là j'ai vraiment kiffé, même si Timothée Chalamet, là j'ai trouvé un poil meilleur. Et c'est surtout parce qu'il y a tout l'aspect religion. Alors je déteste la religion, je suis pas croyant pour un sou et je suis toujours... Bref, traumatisé de savoir qu'il y a des gens qui peuvent croire en quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils ne verront jamais de leur vie, mais c'est la croyance. Sauf qu'au moins, dans ce film-là, je trouve qu'il montre tous les bons aspects de la religion et tous les mauvais aspects de la religion, avec par exemple la vieille génération qui ont une croyance totalement aveugle, au point que le mec il lui dit « Vous allez faire la guerre pour moi, vous allez mourir pour moi, allez vous suicider », et les mecs sont en mode « Let's go. Parce qu'on croit en toi. » Et t'es en mode « Non, non, jamais !» Et puis après, t'as la jeune génération qui croit quand même un petit peu, mais qui met des réserves en mode « Ouais, mais attendons qu'il fasse ses preuves, attendons de voir vraiment, et est-ce que vraiment, ok, on est croyant, mais est-ce que pour autant on doit aller mourir pour ça ?» Ah, voilà, et ça, je trouve que c'est bien amené. Vraiment, les dialogues sont vraiment forts. Bon, visuellement, le film est magnifique, encore une fois. Et en plus, à la fin, on a les sables de verre, là, les vers de sable, guide. Les vers de sable qui attaquent l'Empire, enfin l'Imperium. Enfin, c'est magnifique, hein. Le film est superbe. Et vraiment, pour moi, j'ai pris une claque comparé au premier. Là, j'ai vraiment kiffé. Au point que ça m'a donné envie de regarder la série Dune. Et malheureusement, bon, c'est les défauts des séries, hein, c'est trop long pour ce que c'est, mais j'ai quand même passé un bon moment. En plus, on suit les Bene Gesserit, voir un petit peu cette organisation, qu'est-ce qu'elles font, tout ça, comment elle a été créée. Enfin, il y a beaucoup de développement autour d'elle. Et c'est très intéressant, donc je vous invite à regarder si vous êtes fan de Dune. C'est sur HBO ou bien sûr sur des sites de streaming. Donc voilà, Dune à cette 3e place, totalement méritée parce que c'est un très bon et très beau film. À la seconde place des mauvais films, on retrouve tout le Spidey Universe, Kraven, The Hunter, on a Venom 3 et Madame Web. 3 films, carrément, mais parce que c'est tout le Spider Universe qui nous a été proposé cette année. Et tous ces films sont de la merde en barre, qui auraient pu finir à la première place, sauf que il y a une belle petite surprise qui vous attend. Et honnêtement, il n'y a rien à dire, c'est une catastrophe. Sony a fait que de la merde alors qu'ils ont mis les moyens. Qu'ils avaient commencé plutôt bien avec le premier Venom, mais pour je ne sais quelle raison, ils sont partis totalement en couille et ils ont voulu ruiner tous les personnages qu'ils ont essayé de mettre en avant. Systématiquement, ils se plantent sur le choix d'acting, sur le choix d'acteur plutôt. Par exemple, Madame Web, on a la meuf qui a fait 50 nuances degrés et qui est totalement nulle. Enfin, c'est pas joué. Là, pour le coup, hein, dans ce film, hein, je pense que dans d'autres films, elle s'est très bien jouée. Mais là, elle s'est pas jouée. Les méchants sont systématiquement sans charisme. Dans Kraven, c'est le mec qui incarne le Rhino, il est ridicule. Alors, ils ont voulu faire un espèce de pseudo scientifique un peu baraqué, qui est malade, etc. et qui veut devenir le Rhino. Ça ne marche pas du tout. Le mec qui incarne Kraven, bon, encore lui s'en sort plutôt bien. Bon, oui, c'est un pseudo méchant, donc ça va, mais il s'en sort plutôt bien parce que bon, physiquement, il a le physique pour jouer Kraven. Mais bon, enfin, je veux dire, à un moment, là, le choix est rarement bon. Surtout pour Madame Web, où le méchant, il est anecdotique, ridicule, mal écrit. Toutes les situations qui se passent, comme avec les gamines qui se retrouvent dans un espèce de pub qui mangent et qui se mettent en danger, puis il y a des dialogues de collégiennes, t'es en mode « Oh putain, mais... Oh là là !» Mais, enfin, on sait hein, que c'est basé sur des comics, etc. Mais même dans des comics, je crois que ça serait pas aussi... Enfin, ça serait pas écrit de manière aussi niaise. Enfin bon, c'est ridicule. Et honnêtement, vous passerez toujours un très mauvais moment en regardant le Spidey Universe. Ils se sont plantés. C'est pour ça d'ailleurs qu'il veut mettre le haut là en disant « Bon,
on va commencer à limiter le nombre de films et on va essayer de faire des bons films. Bah ouais, ça serait bien les gars. Et là, pour l'instant, c'est très mal barré. Et c'est pour ça que je mets ces 3 films au même niveau. Il n'y a que Venom 3 qui s'en sort un poil mieux. Parce qu'honnêtement, il n'y a que toute la première partie qui est à chier. La deuxième partie, au moins, avec le combat entre les symbiotes et les grands monstres qui partent les chasser, fonctionne bien. Au moins, c'est un peu dantesque, il y a un peu d'explosion. Alors que dans tous les autres films, les scènes de baston, même Kraven, hein, qui est supposé être bestial, t'es en mode waouh, on dirait un petit chaton qui joue avec des babales. En fait, c'est juste un mec qui sait se battre au corps à corps, comme n'importe qui saurait se battre au corps à... Enfin, on aurait mis John Wick dans Kraven, on n'aurait pas été surpris, ça aurait été la même chose. Et peut-être même que ça aurait été plus dantesque, au moins, on aurait eu de l'action à gogo. Alors que là, franchement, on se fait chier du début jusqu'à la fin. Enfin, bon, bref, tous ces films-là sont mauvais, sont à chier. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent à cette seconde place, mais ils auraient pu être à la première. Et vous verrez pourquoi ils ne sont pas là. À la seconde place des très bons films, on retrouve Alien Romulus. Quelle belle surprise de revoir enfin un bon film Alien après Prometheus et Alien Covenant de merde. Et là, on a eu un mec qui s'est dit, bah, je vais reprendre tout ce qui a été fait dans la saga, je vais en faire un melting pot, et c'est pour ça que ça donne un bon film. Alors oui, il n'est pas surprenant, hein, c'est du déjà vu, mais ça fonctionne parce qu'au moins il a pris les éléments, les meilleurs éléments. Et franchement, j'ai passé un bon moment parce qu'il y a de la tension. Visuellement, c'est magnifique. L'alien est sublimé. Et au moins, il n'est pas ridicule. Même les facehuggers, on exploite les facehuggers. Alors que d'habitude, ils sont juste là pour prendre un œuf et après, ils y meurent. Ou il y en a un qui se cache, comme dans Alien vs Predator, puis après, il attaque. Mais c'est rare qu'on les exploite vraiment. Alors que là, ils ont toute une scène de tension. Alors, qui fonctionne pas parce qu'on sait que le robot aurait pu juste faire du bruit pour attirer tous les facehuggers hors de la salle, et puis après les mecs passaient, ils fermaient la pièce et du coup les facehuggers ne pouvaient plus les attaquer. Bon, il fallait créer une scène de tension autour, mais au moins ils sont exploités, au moins on les détaille sur leur fonctionnement, et ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est une créature que j'adore particulièrement. Et puis après, bah franchement, le film est très bon. Alors ça veut pas dire qu'il a pas de défaut, comme le fait est que bah, comme le mec a décidé de reprendre toute la saga entière, il reprend aussi Alien Prometheus et Alien Covenant, parce qu'ils font partie de la saga malheureusement, hein, ils sont dans la timeline. Et donc il va utiliser l'huile noire pour les expériences. Il va même mettre un moment un alien qui est dans le plafond et qui est presque limite en signe de croix comme dans Alien Covenant. Bref, il y a pas mal de choses comme ça qui auraient pu... non, dans Prometheus, pardon, je crois que c'est dans... Je sais plus si c'est dans Covenant ou Prometheus. Bref, c'est une scène totalement ridicule, mais sinon, on passe un bon moment. Il y a juste un truc dommageable, j'aurais bien aimé une scène de combat ou de poursuite de l'alien dans les mines, puisque il y a la base orbitale, mais il y a quand même la planète minière, et ça aurait été vraiment cool d'avoir tout un passage où tu as un alien qui, je sais pas, a réussi à descendre sur la planète, ou qui a été amené par les chercheurs et qui après s'est libéré. Et on aurait eu des mineurs en train de travailler avec de la suie partout, un peu de luminosité, puis tout d'un coup ils entendent un cri au loin, puis ils se retournent, ils voient des ombres se faufiler, ils sont en mode mais mon dieu qu'est-ce qui se passe, et là tout d'un coup tu vois l'alien surgir, et donc il s'échappe, il court, il se cache dans des petits trous, puis tu vois l'alien essayer de les choper. Franchement, ça aurait pu créer des scènes de tension de dingue et surtout horrifiques. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Donc tout se passe dans la base orbitale. Mais franchement, la station orbitale pardon, est vraiment très classe, parce que quand tu la vois s'approcher de l'anneau de glace et qu'elle touche l'anneau de glace, ça fait des effets visuels magnifiques et les effets spéciaux sont vraiment réussis. Bon, il n'y a que l'effet pratique et surtout visuel de l'espèce d'alien qui sort de la femme enceinte et qui donne un espèce de Prométhéen dégueulasse. Bon, il y a rendre hommage, et il y a des fois on se dit il faut peut-être pas trop rendre hommage. Il y a des choses qu'on peut éviter, mais voilà. Donc là c'est la fameuse scène de Alien où il y a je sais plus, c'est Alien 4. Je crois que c'est le 4, je crois. Avec Ripley qui va donner vie à une espèce d'alien humain. Ah, il était dégueulasse, et qui après il se fait aspirer dans le trou là. Ah, c'était moche cette scène, mais voilà, le mec a voulu rendre hommage à ça. Oui, donc il y a beaucoup de similitudes, mais ça marche. Donc Alien Romulus, c'est une très belle surprise, et c'est un film que je kiffe beaucoup, et c'est pour ça que je le mets à cette seconde place. Et à la première place, des mauvais films, des très mauvais films. Rebelle Moon 2. Déjà l'année dernière, il était dans mon top, et je crois qu'il est dans mon flop, hein, mais top et flop. Je crois qu'il était même premier film des pires films. Et ben de nouveau, on retrouve Zack Snyder à la caméra, au scénario, et qui nous offre
une suite catastrophique, une suite de merde, au même niveau au moins que le premier film. Et en plus de ça, le mec, comme il a voulu faire du Star Wars, il a copié toutes les scènes mythiques de Star Wars. On a carrément la bataille de Geonosis dans son film, sauf qu'elle est moins réussie, moins dantesque et ça marche pas du tout. On a même le combat de Obi-Wan et Anakin Skywalker dans la fin de l'épisode 3 où on les voit glisser tout en se mettant des coups de sabre. Et bien il a fait exactement la même scène, il a fait exactement le même combat, sauf que là ça ne marche pas. Bref, il a voulu faire Star Wars, il s'est croûté. Il a voulu faire un film de science-fiction, il s'est croûté. Le film est comme le premier, est juste beau visuellement. Et cet enfoiré, parce que là pour le coup je le déteste. Autant j'adore le travail de Zack Snyder parce qu'il a fait de bons films, Sucker Punch, la Justice League, la version Snyder Cut. Et bien cet enfoiré du coup s'est amusé à dire que si les gens ont détesté ces Rebel Moon, c'est parce qu'ils n'ont pas vu les films complets, parce qu'il fallait voir les versions cut. Alors, il y a un moment, va te faire foutre. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour Justice League, je sais qu'effectivement DC avait vraiment charcuté ces films-là. Ils l'ont vraiment défoncé de A à Z. Et quand on compare la version originale et la version Snyder Cut, c'est le jour et la nuit. Oui, il s'est fait enfler. Sauf que là, il avait carte blanche. Netflix lui a donné les moyens de réaliser ses films. Il pouvait faire des films de plus de 3 heures s'il voulait. Sauf que, bon, il faut quand même essayer de respecter un peu le temps des films. Donc en moyenne aujourd'hui c'est 2 heures, 2 heures et demie, presque 3 heures, mais quand même. Donc de là il a dû couper quelques scènes. Normalement un bon réalisateur est capable de couper les scènes superflues qui certes apportent un poil plus de développement, mais si tu la retires, les deux scènes qui sont à droite et à gauche peuvent parfaitement se coller et nous faire comprendre le développement des personnages, comprendre la narration, etc. Sauf que lui, systématiquement, il coupe un moment où tu te dis bah ouais, mais comme tu as coupé ça, on comprend plus rien. Parce que le mec, il sait pas écrire. Il sait pas non plus faire du montage apparemment, parce qu'il choisit les scènes qu'il faut pas couper. Et donc derrière, tu te retrouves avec un film qui est charcuté de la mauvaise manière. On ne comprend rien sur le développement des personnages, on ne comprend rien même sur les scènes. Il y a des trucs totalement incohérents, c'est débile. Bref, ces films, c'est de la merde. Et donc de nous inviter à regarder des films beaucoup plus longs pour avoir enfin le bon film, c'est déjà n'importe quoi. Et surtout, de toute façon, c'est faux. Parce que même si vous regardez les versions extrêmement longues, c'est toujours de la merde. Parce que c'est à chier Rebel Moon. Il s'est complètement trouvé. Il croit que c'est un bon scénariste. Non. Là, pour le coup, non. Il aurait dû être aidé par de vrais bons scénaristes. Et je pense que ça aurait donné des meilleurs films. Parce que là, on se fait royalement chier. Donc c'est pour ça que je le mets à cette première place totalement méritée. Comme finalement son premier film l'année dernière. Et à la première place, des très bons films, je pouvais pas passer à côté. Quel petit bijou, Deadpool et Wolverine. Non mais attendez, on parle du duo majestueux. On parle de Hugh Jackman en Wolverine et de Ryan Reynolds en Deadpool. Qui de mieux que ces deux acteurs pour incarner leur personnage? D'ailleurs, Hugh Jackman, personne ne pourra détrôner cet homme pour Wolverine. Je ne sais pas qui incarnera Wolverine un jour, mais putain, accroche-toi bien mon kiki, parce que tu pourras jamais surpasser Hugh Jackman. Mais ça me fait tellement plaisir de voir ce duo enfin formé, alors que ça faisait tant d'années qu'il était teasé, que Ryan Reynolds a mis la pression sur Disney pour dire « Mais putain, je veux faire mon film Deadpool Wolverine !» Et en plus, il a fait chier Hugh Jackman, même si je pense qu'en réalité, c'était plus des petites blagounettes en mode « Non, je veux pas !» Alors qu'en fait, je pense qu'il rêvait lui aussi. Et ça a donné un film incroyable. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi Disney se rend pas compte qu'avec la saga Deadpool, c'est le type de film qu'on veut. Pas dans le sens forcément ultra gore et violent, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais qu'en gros, des films basés sur un personnage, donc là par exemple Deadpool, et qu'on tourne un film autour de lui pour exploiter ses compétences, pour exploiter sa personnalité, pour le sublimer. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça que d'ailleurs les films globalement de Wolverine sont très bons, hormis un ou deux quand même, mais regardez Logan quand même. Donc oui, on veut des films sérieux, on veut des films intelligents, on veut des films bien écrits, même si c'est basé sur des comics, ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des scénarios un peu plus développés. Et si c'est pas trop développé, alors on veut juste en prendre plein la gueule. C'est pour ça que Deadpool fonctionne aussi bien. Et s'il y a de la violence, tant mieux, parce que oui, on veut un petit peu d'adultes dans un monde de Disney, parce que les trucs bisounours, ça commence à gonfler. Et là, franchement, Deadpool, c'est une grande réussite. Il a eu carte blanche, il a pu se régaler, il a pu nous offrir un film
à la hauteur de Deadpool et Wolverine. Et juste la scène d'intro, on le voit en train de faire une chorégraphie avec une petite danse en train de bouger son boule tout en déchiquetant des mecs, en les charcutant, en les découpant. Ça fait grave plaisir, c'est un gros kiff. Et franchement, en tant que fan de Deadpool, en tant que fan de Wolverine, en tant que fan de comics Marvel, là, j'étais plongé dans un comics Marvel. Là, franchement, c'est comme si tu allais chez ton buraliste ou dans un magasin pour acheter un comics. Tu vois la couverture avec Deadpool, avec son flingue, avec de la fumée, et Wolverine en train de mettre un énorme coup avec du sang qui gicle. T'es en mode... Oh putain, je vais passer un bon moment sur mes chiottes. Et là, t'es en train de tourner les pages et t'es en mode... Oh, il y a quasiment pas de dialogue. Ou alors, il y a quelques punchlines, il y a du quatrième mur qui est brisé. Et t'es en mode... Oh, oh, je veux ça en film. Et ben, on l'a eu. Et c'est pour ça qu'il est à cette première place, parce que c'est totalement mérité. C'est l'un des meilleurs films de super-héros. Et surtout, l'un des meilleurs films Deadpool et Wolverine. Je sais pas si Disney sera capable de refaire un tel bijou. Malheureusement, je pense pas. J'aimerais que DC s'en inspire, j'aimerais que Sony s'en inspire, j'aimerais juste que les gens s'inspirent de ce type de film. C'est des films qui prennent au sérieux leurs héros. C'est ce qu'il faut. Et qu'il faut aussi de temps en temps un côté adulte. C'est bon, Disney, il n'y a pas que des gosses qui regardent vos films, il y a beaucoup plus d'adultes justement. Après, pour les dessins animés, c'est autre chose, mais là, c'est pas un dessin animé. Donc, laissez carte blanche aux scénaristes, aux réalisateurs et aux acteurs pour incarner leur héros, parce que franchement, ça donne des films incroyables. Et voilà qui conclut ce top et ce flop. Alors bien entendu, ça reste subjectif. Peut-être que vous, votre classement sera totalement différent. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager en commentaire. Mais voilà, en tout cas, moi, ce sont mes films que j'ai préférés et détestés. Il y en avait bien d'autres que j'aurais pu mettre. Mais voilà, j'ai dû faire des petites concessions. Et nous, on se retrouve, alors si ça vous intéresse, demain pour mon classement jeux vidéo. Et si ça ne vous intéresse pas, mais que vous aimez quand même mon contenu, eh ben, je vous retrouve l'année prochaine pour toujours plus de vidéos, que ça soit sur Twitch ou YouTube. Et sinon, ben, quoi qu'il arrive, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête de fin d'année et une bonne année 2025. Ciao, ciao les amis.